Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous accueillir pour cette première conférence du Draceni Gaming Festival. C'est moi qui ai la chance, je ne sais pas si c'est une chance, d'inaugurer le cycle de conférences de ce samedi. Je vous remercie beaucoup d'être là. Vous avez beaucoup de courage d'être ici, parce que normalement, le samedi, c'est week-end, c'est relâche, et vous êtes venu à la seule conf où c'est un prof qui parle. Donc vraiment, bravo d'être venu à l'école un samedi matin. Franchement, vous êtes courageux. Donc je vais me présenter rapidement. Je m'appelle William Brou, je suis professeur d'histoire-géographie. Là, normalement, vous êtes tous censés vous commencer à partir par là-bas. Mais je vous rassure, je suis un prof gamer, je fais jouer mes élèves aux jeux vidéo. Et l'activité et la conférence que je vais vous proposer aujourd'hui, il porte très mal son nom. C'est pas vraiment une conférence, c'est plutôt un moment de discussion et de débat, plutôt de discussion autour du jeu auquel je fais jouer mes élèves. Voilà. Donc vous êtes un peu des bêta-testeurs. Parce que l'activité que je vais vous proposer ce matin, je vais la proposer à mes élèves dans quelques semaines, lorsque je ferai le cours sur la Révolution française. Et du coup, je me suis dit que je pouvais vous utiliser pour tester mon cours et voir si ça pouvait marcher. Donc c'est une conférence un peu particulière. Bien sûr, je vais vous apporter des connaissances, tout du moins j'espère vous en apporter. Mais surtout, je vais essayer de le faire à travers le jeu vidéo Assassin's Creed Unity, qui est sur la télé juste derrière moi. Donc c'est ce jeu, produit et fabriqué par le studio Ubisoft, qui fait partie de la grande franchise des Assassin's Creed, hein, voilà, donc, qui met en place ou qui raconte l'histoire d'un ordre des assassins qui se bat contre les Templiers qui voudraient asservir le monde. Mais tout ça, en fait, on s'en fiche. Nous, aujourd'hui, c'est pas ça qui va nous intéresser. La grande force de ces jeux-là, c'est qu'ils reconstituent des espaces dans le temps et géographiquement différents. Et dans ce jeu qui est sorti en 2014, ils ont décidé de placer leur scénario à Paris, au XVIIIe siècle, entre 1789 et 1794. Un moment qui est hyper important pour nous, Français. Hein, la Révolution française, c'est un peu ce qui a fondé notre ordre nouveau après le moment absolutiste. Et donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de visiter, de participer à une visite guidée de Paris au XVIIIe siècle. Donc, on va se déplacer, voilà, métaphoriquement, au XVIIIe siècle. Nous ne sommes plus en 2022, nous ne sommes plus à Draguignan, nous sommes en 1792 à Paris pendant la Révolution française. Et comme nous allons devoir nous déplacer dans la ville de Paris, eh ben, je vais vous confier la manette et c'est vous qui allez, alors bien sûr sur quelques indications de ma part, vous déplacer dans la ville de Paris, reproduite par Ubisoft. Voilà. Donc, c'est une conférence interactive. Si je trouve la bonne manette, je crois que c'est là qui démarre. Ok. Donc, je vous confie la manette, je vous confie les rênes de la visite, et puis moi, je vous parle, je vous ennuie pendant que vous allez vous amuser dans Paris. Et là, du coup, grande question, qui veut prendre la manette? Comme c'est étonnant, comme par hasard. Alors, jeune homme, donc est-ce que tu sais les contrôles ou pas du tout? Alors vas-y, je te laisse essayer les contrôles. Donc, alors, on va essayer de tuer personne. Donc, les petits sticks, c'est pour diriger la caméra ou diriger ton personnage. Vas-y, je te laisse essayer les sticks. Les sticks, voilà, tu peux essayer, etc. Tout ça, tout ça. Ok. Alors, attends, arrête-toi 2 secondes. Voilà, je sais que tu as envie de jouer, je le sais, t'inquiète pas. Tu as à ta main droite, tu as un index, comme tout le monde normalement. C'est bon, tu as ton index? Ok. L'index, celui-là. C'est bon? Ok. Donc quand tu vas prendre ta manette, ton index, il va servir à appuyer sur la gâchette du bas. Ce bouton, celui-là, là. Celui-là. Ok. Et celui-là, quand tu appuies dessus, tu vas pouvoir courir. Vas-y, essaye, cours. Vas-y, cours, bouscule des gens, voilà. J'aurais au moins réussi à amuser un enfant. Ok. Bon. Oh là. Bon, ça, on s'en servira pas, c'est pas historique, c'est la vision d'aigle. Ok? Ok. Donc, nous sommes en 1792 et d'après vous, quel est l'événement, ou d'après vos connaissances que vous avez tous été à l'école il y a plus ou moins longtemps, quel est l'événement le plus emblématique de la Révolution française? Bien sûr, la prise de la Bastille. Donc, jeune homme, je vais te demander de m'emmener au pied de la Bastille. Alors, vous avez le droit de l'aider et de lui dire un peu où il faut aller, hein, bien sûr. Hein. Donc, la Bastille, vas-y, tu vas commencer à avancer un peu, avance, avance, va tout droit. Et alors, là, tu regarde sur ta gauche, regarde sur ta gauche, sur ta gauche, ta gauche, ta gauche, ta gauche. Non, dans le jeu, pas toi. Non, non. Non, alors pas trop à gauche. Oh là là, ça va être compliqué. On a combien de temps déjà? On a 1 heure et demie. Ok, ça va être cool. Donc, un peu à droite. Un peu à droite. Non, mais c'est le début, c'est normal. Vas-y, avec ton personnage, regarde un peu à droite. Voilà, non, encore, non, l'autre droite.
tu prends le joystick de droite, voilà, et tu tournes vers la droite. Non, l'autre droite, toujours. Ah, voilà, ça y est, j'ai envie de vomir. Non, alors, un peu à droite. Non, l'autre joystick. C'était bien, t'étais bien. C'est catastrophique. Et c'est filmé ça, mince. Alors maintenant, voilà, en fait, c'est ça qui m'intéresse, moi. Et tout le monde s'intéresse, en fait. Enfin, normalement. Bien. Oh, te bouge plus, touche vers rien. On y est arrivé. Donc, il faut que tu m'emmènes devant la porte d'entrée de ce bâtiment-là. Est-ce que quelqu'un veut prendre la manette? Passe la manette derrière toi, derrière toi, derrière toi. Voilà. On va y arriver. C'est bon, on est large. Ah oui, il y a plus d'agilité et de connaissance, hein. Ok. Donc, moi, emmène-moi devant la Bastille. Alors, tu as le droit d'escalader tout ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de prendre les rues, hein, bien sûr, parce qu'au XVIIIe siècle, c'est bien connu. Les Parisiens escaladaient les murs, montaient sur les toits. C'est évident. Voilà, donc ça permettait de voir. Alors voilà, ça c'est une grande force de cette franchise-là. C'est un des avantages, c'est le fait de pouvoir escalader tous les bâtiments et de pouvoir s'amuser à faire du parcours. Donc voilà, là on est devant la Bastille. Donc c'est une forteresse qui a été construite. Pardon, je reprends mes fiches. Hein, construite au XIVe siècle entre 1370 et 1383. Donc à la base, c'était une forteresse pour défendre le faubourg Saint-Antoine, donc le quartier qui était le plus à l'est de Paris. Simple forteresse. Puis vu qu'il y avait des murs épais, les rois se sont dit que ce serait cool d'en faire une prison. Donc c'est devenu une prison à partir du XIVe siècle. Mais ce n'était pas non plus une prison au sens strict du terme. Il y avait autre chose qu'une prison, donc il y avait des cachots. Voilà. Et forcément, cette réputation de cachot, cette réputation de prison va subsister au XVIIe, au XVIIIe siècle. Et il se trouve qu'en 1789, tenez-vous bien, il y avait 7 prisonniers. Uniquement 7. Des gens très importants, hein, pas du tout. Il y avait 4 faux monnayeurs, 2 fous et 1 libertin. Voilà. En 1789, il n'y avait que 7 prisonniers dans cette Bastille. Mais en fait, ils n'en savaient rien, les Parisiens. Parce qu'en fait, les Parisiens, ils s'en fichaient de la Bastille. En réalité, en 1789, ils n'avaient pas du tout peur de la Bastille. C'est plus tard qu'on a raconté que c'était le symbole de l'absolutisme royal et qu'on a construit toute une histoire autour. Parfait, c'est exactement la place devant, moi, qui m'intéresse. Donc tu continues tout droit et on va aller voir les gens en colère. Parce que c'est bien connu, les Parisiens sont tout le temps en colère, évidemment. On est sur, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'est la plus grande ville de France. On approche pas le million, mais on n'est pas loin du million. Un peu comme Londres. Ça reste une très très grande ville. Voilà. Alors là, c'est intéressant. Donc on va se balader à travers la population qui... Donc on peut voir des Parisiens qui sont en colère, on peut voir des canons. Derrière nous, on a vu des canons. Et là, on a ce fameux portillon. Alors, juste avant de rentrer dans la Bastille, parce qu'on peut rentrer dans la Bastille, ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, je vais te demander d'aller un peu à droite. Et normalement, si tu longes la façade, tu devrais trouver un peintre. Donc, je te demande de chercher un peintre. Alors, il est au sol, par contre, le peintre. Hein. Là, voilà, exactement là. Est-ce que tu peux te mettre dans la position du peintre, s'il te plaît? Comme si tu voulais peindre le tableau. Voilà. Et tu regardes la Bastille. Normalement, si vous êtes allé à l'école comme tout le monde, votre prof a dû vous montrer un tableau qui représentait la prise de la Bastille. Et si vous avez quelques mémoires, c'est exactement ce cadre-là que tous les peintres qui représentent la prise de la Bastille ont représenté. Vous avez la Bastille à gauche et à droite, alors là on ne voit pas très bien, mais vous avez le fameux portique qui est sur la droite. Tous les peintres ont représenté ce champ-là. Et ce qui est intéressant, en tout cas moi ce que je trouve intéressant, c'est que Ubisoft et les personnes qui ont fabriqué ce jeu ont décidé de placer un peintre à cet endroit-là, exactement dans le cadre que les peintres ont utilisé à l'époque. Est-ce qu'ils l'ont fait exprès? Certainement, mais j'en suis pas sûr. Mais c'est étonnant quand même qu'ils aient mis ce personnage-là, et il y est vraiment à chaque fois. C'est pas aléatoire, il y a toujours ce personnage à cet endroit précisément. Il y a juste un défaut. Il crie trop fort, les Parisiens, vraiment, il crie trop fort. Il y a juste un défaut. Est-ce que vous allez réussir à deviner lequel? Techniquement, ce qu'on est en train de voir avec le peintre, c'est impossible en vrai, à l'époque. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un aurait une idée?
Ouais, normalement, on ne peut pas avoir de peintre comme ça en pleine rue. Pourquoi, à votre avis? C'est pas les artistes, c'est le matériel. Le tube de gouache n'existait pas encore. Et donc, en fait, les artistes à l'époque ne pouvaient pas peindre en dehors de leurs ateliers. Donc on a à la fois on va dire un bon mot ou une bonne idée d'Ubisoft de mettre ce personnage-là pour évoquer une réalité, c'est-à-dire les peintres qui ont représenté la Bastille et la prise de la Bastille, mais en réalité il n'y a pas eu un peintre qui était là pour peindre. Attendez, bougez plus surtout, continuez à prendre la Bastille, je fais mon truc. Alors certainement qu'ils ont fait des croquis sur place, ils ont assisté à l'événement et pour avoir une idée de ce qu'ils voulaient représenter, mais techniquement on ne pouvait pas avoir le peintre qui peignait en live comme ça. Ça viendra au début, milieu du 19e siècle avec les tubes de peinture. Donc on va appeler ça un anachronisme. Vous savez ce que c'est un anachronisme? C'est quelque chose, c'est un événement qui, en fait, qui va se passer plus tard. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui n'existait pas exactement à ce moment-là. Bon, on est sur l'ordre du détail, hein, c'est pas ça qui va changer absolument notre vision de la Révolution française. Mais il faut le savoir. Alors, on a une population en colère, et je vous ai dit qu'on était en 1792. Techniquement, dans le jeu, à ce moment-là, hein, quand j'ai avancé dans ma partie, on est censé être en 1792. Et là, il y a quelque chose qui est censé vous faire un peu tilter, et je vais t'inviter, pendant que je suis en train de parler, à rentrer dans la Bastille, et tu peux bien sûr l'escalader aussi, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout d'aller au sud de la Bastille. Si la prise de la Bastille s'est passée le 14 juillet 1789, là on est en 92. Ça veut dire qu'ils sont restés 2 ans devant la Bastille à gueuler comme ça 2 ans. Vous pensez ça crédible? Alors c'est encore moins crédible quand vous savez, et que je vais vous dire qu'à la fin du jeu, on avance encore 2 ans et on finit en 1794, vous retournez à la Bastille, ils sont encore en train de gueuler. 5 ans. 5 ans à rester dans la Bastille, à crier que la Bastille doit être prise, etc. Et en fait, c'est une stratégie d'Ubisoft. Il était impossible dans le moteur du jeu de représenter toute la révolution, une révolution mouvante, si vous voulez. Donc on avance dans le jeu, normalement, la prise de la Bastille c'est fait, on la laisse de côté. Mais du coup, ça supposait que les joueurs ne pouvaient pas retourner à la Bastille, etc. Donc ils ont, en fait, si vous voulez, la carte du jeu est fabriquée par des petits points géographiques qui sont historiquement datés. C'est-à-dire que la Bastille était représentée en 1789 et un autre lieu va être représenté dans une autre époque. Et en fait, la carte est faite c'est un puzzle, si vous voulez, avec des cases qui sont datées historiquement. Et donc là, on peut rentrer dans la Bastille. Voilà. Donc on a les symboles de la bataille, on a les boulets de canon, etc. Et vous voyez qu'il y a que 2-3 personnages. Alors moi, si tu pouvais rentrer dans la Bastille, ça m'arrangerait. Même si ce personnage-là permet de parler de ce que je veux. Tiens, ce personnage-là, il me va très bien, à gauche. Tu as un petit personnage, il y en a plein. Hein. Alors non, encore à gauche. Il y avait juste un personnage qui ne servait à rien, là, voilà. Alors juste, on va s'arrêter et vous allez juste regarder ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un peut me décrire le personnage? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de regarder, oui, et il a quoi dans la main? Une pioche. Donc il joue à Fortnite visiblement, et il est en train de piocher, etc. Et vous voyez qu'il y a des petites pierres qui sont en train de tomber. Alors là maintenant, ce personnage, en fait, il est hyper important. Parce que là, vous êtes censé me dire, ah ouais, quand même, ils ont attaqué la Bastille avec des pioches. Parce qu'on est en train de voir la prise de la Bastille. Ils ont attaqué la Bastille avec des pioches. Ils étaient fous. Et j'ai jamais vu ça à l'école. Alors là, je vais te demander d'essayer de monter dans les étages et d'aller dans la partie sud de la Bastille. Bon courage. Alors pour escalader, c'est la gâchette aussi, hein, si jamais tu sais pas. Voilà, très bien, parfait. Là, tu vas pouvoir prendre le filin normalement sur ta gauche et tu vas pouvoir rentrer par la fenêtre normalement ou escalader quelque chose. Voilà. Donc là, si tu escalades après par le mur, tu vas pouvoir monter. Non, c'est vraiment legit, c'est historique. Hein, les Parisiens ont vraiment pris la Bastille comme ça, évidemment. Alors tu peux monter normalement. Voilà, on monte et voilà, on va pouvoir rentrer par la fenêtre. Alors la Bastille a mis 12 mois à être construite dans le jeu. Parce que en fait, il faut construire les bâtiments un à un, il faut construire pierre par pierre. Et c'est Caroline Mius qui a fabriqué la Bastille en intégralité. Donc là, vous voyez, on retrouve encore un mec avec sa pioche. Visiblement, il a un problème. Et vous voyez que la Bastille est un peu détruite. Là, on est vraiment, il y a le ciel ouvert et les murs sont en train d'être détruits. On est sur la partie sud. À votre avis, pourquoi elle est détruite? À votre avis, pourquoi il manque cette partie entière de la Bastille? Alors tu peux escalader encore, monter sur le mur via les tonneaux, normalement tu peux monter. Voilà, et vous allez voir, on voit même une grue, on voit des objets, vous voyez. Donc à votre avis, pourquoi la Bastille est dans cet état sur cette partie-là? Et on est partie sud, on est du côté des canons de tout à l'heure. Donc si je vous dis ça, à votre avis, c'est pourquoi? Parce que la Bastille, semble-t-il, était détruite par les canons lors de la prise de la Bastille, sans doute. Eh bien en fait, pas du tout.
C'est pas pour ça que le bâtiment est détruit, qu'il y a des échafaudages et qu'il y a des ouvriers avec des pioches. Dès la nuit du 14 juillet 1789, la Bastille a été démantelée. Parce qu'il y avait vraiment la volonté de la détruire. Et Ubisoft a inséré des détails qui montrent cette destruction en cours. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je l'ai noté, hein, je vous jure, je l'ai noté. Pierre-François Pallois, pourtant tellement logique, Pierre-François Pallois, qui est un maître maçon, qui s'est dit dès le 14 juillet au soir, je vais démonter la Bastille. Mais il avait quand même une idée derrière la tête. Les pierres que les ouvriers sont en train, 1000 ouvriers hein, pour faire ça. Et donc les pierres qui sont sorties de la Bastille vont servir à construire un pont parisien, le pont qui est entre l'Assemblée nationale et la place de la Concorde aujourd'hui. Si vous allez à Paris, que vous prenez ce pont, en fait, ce sont des pierres de la Bastille qui ont servi à fabriquer ce pont. Et en plus, François Pallois, il avait une autre idée, il s'est dit, on détestait la Bastille. Vraiment, c'était la prison royale, le symbole de Louis XVI, etc. Machin. Et il s'est dit, mais c'est quand même un pan de notre histoire. Est-ce que je pourrais pas me faire de l'argent? Et il s'est fait de l'argent. Il a vendu tous les éléments de la Bastille, les fers, les clés, tout ce qui avait un rapport avec la Bastille en disant, tenez, qui veut repartir et qui veut acheter un bout de la Bastille? Et il a même vendu des pierres, en fait il a pris des pierres, il les a fait tailler en forme de Bastille, et il en a vendu dans toute la France. Et il a même créé un corps de VRP, de commerciaux, qui sont allés dans toute la France vendre des morceaux de la Bastille en mode, tenez, achetez une pierre de la Bastille, achetez une Bastille faite en pierre de la Bastille. Et on peut encore en voir une au musée Carnavalet à Paris. Donc si jamais vous allez à Paris dans ce musée, vous pourrez voir une de ces reproductions de Paris. Et vous voyez, je trouve ça intéressant quand même que la Bastille, en fait, dans le jeu, à proprement parler, on n'y va jamais quasiment à la Bastille. En fait, c'est le début du jeu. Et on a une autre mission après dans le jeu, mais globalement, ce genre de détails, on s'en fiche. Mais quand ils ont construit la Bastille, ils avaient le choix de la construire en entière, totalement finie, belle et utile. Mais ils se sont dit, on va aussi essayer d'évoquer cette réalité-là, c'est-à-dire que normalement, la Bastille, elle est en train d'être détruite. Et là encore, petit problème, c'est que normalement, ça a pris 2 ans pour la détruire. Donc en 1792, normalement, il n'y a plus de Bastille. Elle n'est plus là. Mais dans le jeu, elle est encore là. Et c'est une logique commerciale. C'est-à-dire que vous vendez un jeu en disant que vous allez pouvoir visiter Paris et visiter des bâtiments qui aujourd'hui n'existent plus. Il ne fallait pas qu'à la fin du jeu, on ne puisse plus revisiter la Bastille. Donc en fait, ils ont fait là encore ils ont fait un choix, c'est-à-dire on la laisse, on sait que c'est faux, mais on la laisse quand même pour que les joueurs puissent y retourner comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc en fait, on a vraiment une Bastille qui date de 1789. Voilà. C'est fini. Je rigole. Ok. Je passe aussi sur les défauts de conception de la Bastille. Normalement, les escaliers pour aller du bas jusqu'en haut ou du haut jusqu'en bas étaient dans les petites tours et pas les grandes, alors que dans le jeu, c'est dans les grandes, pour une question de caméra, bref. Mais on va plutôt se déplacer, on va avancer dans la timeline de la Révolution française, si vous voulez bien. Je vais mettre un petit... je vais reprendre la manette, je vais mettre un petit... Donc ça, c'est la carte de Paris en 1789, hein, d'accord? Donc c'est la carte de Paris dans le jeu. Et on va aller visiter un lieu emblématique. Attendez. Oui, c'est bon, c'est là. On va aller à cet endroit. Qui veut nous emmener à cet endroit? Je rigole. Alors bien sûr, si vous avez des questions sur les éléments qu'on peut voir dans le jeu pendant le déplacement, c'est le principe, hein, c'est vraiment de se mettre dans la foule et de regarder aussi les tout petits détails. Je vous ai parlé du peintre tout à l'heure, c'est un détail infime et il faut vraiment s'arrêter devant. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai d'y répondre au mieux que je peux. Sachant que je précise pour les caméras que je ne fais pas partie du studio Ubisoft, je n'ai pas participé à la conception du jeu, je ne touche pas d'argent avec cette conférence-là d'Ubisoft. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'expliquer au mieux possible et de parler de la Révolution française. Tu peux, alors sauter, c'est compliqué. Au pire, tu sautes, on meurt, c'est pas grave. On va gagner du temps, hein, bien sûr. Alors, il suffit de faire la gâchette et tu sautes, voilà, tu forces le saut, voilà. Donc normalement, voilà. Ah, c'est dommage. Mince. Fin de la conférence. Voilà, ça va nous remettre à un endroit quelconque, on va voir. Ça aussi, c'est vraiment historique, hein. Quand quelqu'un mourait lors de la prise de la Bastille, bien sûr, il repopait devant pour pouvoir ensuite continuer l'assaut, c'est logique, hein. Donc voilà, on est devant la prise de la Bastille. Normalement, tu devrais avoir le petit... Ah non, il s'affiche pas. Ah, ça m'embête, ça. Ah, attends. Petit problème technique. Est-ce que la carte, elle est encore bonne? Ah non, ça a enlevé le point. Voilà, on va pas très loin. Donc faut pas suivre le point vert, faut suivre le petit hexagone.
Voilà, le temps qu'elle y aille, je vais aller prendre un café. Alors, il n'y a qu'une seule règle, hein, bien sûr, c'est de ne pas tuer des gens. Hein, on est d'accord. C'est très bien. Donc, je ne donne pas la touche. À noter que quand on escalade les bâtiments comme ça, il n'y a absolument personne qui s'offusque du fait qu'on escalade des bâtiments. Hein. Ils nous prennent pour un fou, mais ça ne leur pose pas vraiment de problème. Il n'y a plus de bastie pour les fous, exactement. Donc, il y a encore la cour des miracles, mais c'est pas pour ça qu'on doit y aller dans le jeu. Alors, c'était un des premiers jeux qui représentait une ville aussi grande dans un jeu Assassin's Creed. Il y avait déjà eu des villes comme Florence, Rome, mais jamais avec ce niveau de précision et surtout jamais sans. Non, c'est bon, c'est bon. Mais et jamais avec des bâtiments qui étaient ouverts. Donc on peut visiter l'intérieur des bâtiments. Il y aurait énormément de choses à dire sur les imprimeries, sur les décorations, sur les tableaux qui ont été reproduits. Donc on peut admirer la Seine, on peut admirer Notre-Dame de Paris, qui est entière dans le jeu. Alors on va essayer de prendre le pont plutôt que Si tu peux prendre un pont plutôt. Ah oui, mais attends, non, ça va être compliqué. Non, mais tu as raison, passe par la mer. Pas la mer, pardon, par la Seine. Seine qui était beaucoup plus propre à l'époque qu'aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien. Mais vous voyez que ça ressemblait vraiment pas. Alors tu peux prendre les bateaux, tu peux faire du parcours sur les bateaux aussi, hein, c'est possible, bien sûr. Donc là, on est en train de se déplacer sur la petite île Saint-Louis. Je sais pas s'il y en a. J'ai pas posé la question. Qui connaît Paris qui connaît la géographie parisienne un peu? Deux, normal, normal. Donc là, en fait, on est en train de se déplacer sur la Seine, sur l'île Saint-Louis, qui se trouve juste à côté de l'île de la Cité, où se trouve Notre-Dame de Paris. Voilà. Et on va visiter un lieu très intéressant. On va aborder, tu vas pouvoir rentrer dans le bâtiment, alors pas le carrosse, le bâtiment qui est juste à côté, voilà, c'est le café-théâtre. Alors c'est intéressant le café-théâtre parce que dans le jeu, c'est le QG des assassins, c'est notre QG à nous, c'est là où on peut récupérer des armes, c'est là où on récupère nos missions, etc. Et je trouve ça hyper intéressant pour une raison, c'est que à partir de 1789 et de la prise de la Bastille, les cafés-théâtres deviennent vraiment des lieux politiques, des lieux où les clubs, notamment le club des Jacobins, ou tous les philosophes, ou les philosophes des Lumières déjà un peu avant au XVIIIe siècle, se réunissent, parlent politique. Et vous connaissez sans doute, peut-être au moins de réputation, le café Procope. Par exemple, c'est un café qu'on étudie souvent en quatrième, parce que c'est là où Voltaire allait discuter, mais c'est là aussi où l'encyclopédie a été imaginée par Diderot et d'Alembert. Voilà. Et c'est là où pardon, pas du tout, Benjamin Franklin venait discuter et aurait signé un pacte avec Louis XVI, etc. Et c'est intéressant parce que dans ces cafés, quand on se déplace vraiment vers la scène, comme on vient de voir, j'ai monté le son un peu trop tard, du coup vous avez des gens, des PNJ, des personnages non joueurs, qui vont venir déblatérer soit des discours politiques, soit des pièces de théâtre engagées politiquement. Et donc on voit vraiment que c'est un lieu où on vient discuter, on vient boire du café, la boisson à la mode au XVIIIe siècle, et on vient discuter politique, un peu avec toutes les strates de la population. Et je vais vous lire un extrait de Victor Hugo, de son livre 93, et vous allez voir qu'il y a un lien tout de suite. Il y avait rue du Pan un cabaret qu'on appelait Café. Ce café avait une arrière-chambre, aujourd'hui historique. C'était là que se rencontraient parfois à peu près secrètement des hommes tellement puissants et tellement surveillés qu'ils hésitaient à se parler en public. On va pas faire un débat philosophique à partir de ce qui vient d'être dit, mais il faut noter quand même que le joueur qui s'arrête là, qui va passer un petit peu de temps dans le café-théâtre, qui va écouter, aura des notions de liberté, des notions de droits des femmes. On a quand même une femme qui vient débattre avec un homme de la Déclaration des droits des femmes, qui a été coécrite par Olympe de Gouges, etc. Donc, si le joueur peut écouter ça, ça veut dire que les développeurs, et quand je dis développeurs, c'est ceux qui conçoivent le jeu, que ce soit les game designers, les level designers, les narrative designers, tous ceux qui font le jeu, ont pensé à la mécanique pour que le joueur puisse voir ça.
Et donc à un moment, ils se sont posé la question dans le café-théâtre, qu'est-ce qu'on veut y faire et pourquoi le joueur doit y aller? Donc il y a ces mécaniques qui retranscrivent la réalité des débats qui pouvaient exister dans les cafés-théâtres. Et l'extrait de Victor Hugo, pardon, que je vous ai lu fait référence au fait que ce café-théâtre est le QG des assassins, où il y a une arrière-salle, on pourrait descendre même dans les souterrains, où il y a vraiment le QG opérationnel des assassins, où Mirabeau va nous donner des ordres, etc. Donc, vous voyez, ils se sont inspirés de ce qu'en disaient les gens de l'époque pour mettre le QG des assassins et que ce soit réaliste dans le XVIIIe siècle du jeu. Voilà, donc on pourrait descendre largement plus bas. Voilà, on va pas. Alors, là, si tu peux prendre, on va ressortir du QG, parce que j'ai plus grand chose à dire sur le café. Mais c'est vraiment des lieux importants et dans le gameplay du jeu, quand vous visitez Paris et que vous devez libérer des quartiers de l'oppression révolutionnaire ou de l'oppression royale, qu'est-ce que vous devez faire? Construire des cafés-théâtres. Vous devez rénover, racheter des cafés-théâtres et les rénover, ce qui va vous donner de nouvelles missions secondaires, tournées principalement autour de la politique. Ah bon, vous allez devoir tuer des opposants politiques, hein, mais bon, c'est tourné vers la politique quand même. Donc voilà le café-théâtre, un élément intéressant je trouve, et une bonne mécanique de jeu. On va continuer notre visite pour aller visiter un autre lieu emblématique. Je vais reprendre la manette, que je pense que vous avez déjà vu et que vous avez envie de voir un peu plus. Qui veut nous emmener à Notre-Dame de Paris? Alors que Dark Vador est en train de rentrer dans la salle, dépêchez-vous parce qu'on n'aura plus... Qui veut prendre la manette? Bah, si personne veut, tant pis. Hein. Donc de toute façon, c'est à gauche. Voilà, tu vas pouvoir prendre le pont en face de toi, un peu à droite. Intéressant aussi la représentation des ponts dans le jeu. Je fais un aparté là-dessus, mais on a tendance à oublier que les ponts en fait étaient habités déjà au Moyen-Âge et au XVIIIe siècle. Paris est encore une ville très médiévale. Hein, c'est pas le Paris qu'on a aujourd'hui. Faites exactement la même visite que ce que je suis en train de vous proposer à Paris aujourd'hui. Ça ressemble. C'est totalement différent, l'ambiance est différente parce que la ville a été totalement transformée au 19e siècle et encore au 20e siècle. Et vous croisez plus de badauds dans le jeu et moins de trottinettes comme aujourd'hui. Alors là, on est en train de découvrir Notre-Dame de Paris, encore vivante, encore debout, avec sa flèche. Alors flèche, bien sûr, qui est anachronique, elle a été construite au 19e siècle par un architecte qui s'appelle Viollet-le-Duc. Donc là, on est sur un anachronisme, c'est-à-dire un élément qui est postérieur au jeu, mais ils ont voulu le mettre quand même. Pour quelle raison? Alors, dans toutes les interviews et articles qu'on a pu lire, c'est parce que. Ça nous avance bien. En fait, l'objectif n'était pas de représenter un bâtiment purement historique, c'était de pouvoir permettre une visite de Paris au XVIIIe siècle. Et donc, ils se sont permis de mettre cette flèche-là, mais ça ne change absolument rien pour le déroulé du jeu. Et donc, on va essayer de se déplacer à l'entrée de Notre-Dame de Paris, alors que Chewbacca vient d'entrer dans la salle. Visiblement très intéressé par Assassin's Creed Unity. Ne te fais pas distraire, ne te fais pas distraire. Va Notre-Dame, va Notre-Dame. On te protège, t'inquiète pas, on te protège. On dirait qu'il existe, t'as tout à fait raison. Qu'est-ce que tu... Oh là là, tu vas le fâcher, hein. Fais attention, tu vas le fâcher. Hein. Non, c'est impossible. Mais si, viens avec moi. Nous régnerons entre père et fils, au fin fond de la galaxie. Mais je peux pas, j'ai une conf. Pas grave. Luc, Luc. Mais non, mais les gens m'attendent, je ne peux pas abandonner mon poste. Peut-être tout à l'heure. Je compte sur toi, Luc. Oui, évidemment. Je suis ton père. Non. Quelque chose à dire? Derrière toi? On peut les applaudir. Ah, ils m'ont gâché mon spectacle. Hein. Le happening de malade. Donc, on est à Notre-Dame. Merci de ne pas avoir été distraite par le... merci beaucoup. Donc, on se retrouve devant Notre-Dame de Paris. On a des gens qui, bien sûr, ce sont des Parisiens, donc ils ne sont pas contents, évidemment. On a une scène de liesse.
Et en fait, ce qui va m'intéresser, c'est de vous parler d'un phénomène qui se passe dès 1789 et qui va se prolonger jusqu'en 1792. Et en fait, on va le voir en rentrant dans Notre-Dame de Paris. Alors, il ne faut pas les bousculer, eux, par contre, parce que eux, ce sont des gardes nationaux créés en 1789 et leur objectif, c'est de garder l'ordre public. Donc, tout ordre non public ou tout dérangement de l'ordre public sera sanctionné. Donc, on entend les cloches. Alors, normalement, en 92, on est plus censé les entendre, mais ça, on va dire que c'est pas grave. Et on va rentrer dans Notre-Dame de Paris, reconstitué comme la Bastille, pierre par pierre. Et donc, on va pouvoir découvrir ce bâtiment. Et là, normalement, il y a quelque chose qui vous choque. On voit tout, sauf des choses qui doivent se trouver dans une église. Là, si tu peux tourner un peu ta caméra pour regarder un peu les PNJ et les décors, on va avoir des gens qui manipulent des armes, on va voir des tonneaux. Et donc, c'est représentatif de l'usage de Notre-Dame de Paris à partir de 1793. Alors déjà en 1789, ça sent pas très bon hein, pour le culte catholique et chrétien. Mais en 89 encore, il n'y a pas de phénomène de déchristianisation. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une volonté de détruire l'Église et de la mettre au banc de la société, etc. Ça va se faire petit à petit. Et alors là, vous voyez, on a vu les tonneaux, etc. C'est-à-dire qu'à partir de 93, l'Église Notre-Dame de Paris devient en fait un dépôt de vin, le dépôt de vin de l'armée du Nord. C'est vraiment littéralement un dépôt de vin. Il n'y a plus de culte, il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus rien. Ça sert d'entrepôt. Et en réalité, la tradition veut qu'on dise que c'est l'armée et c'est le vin qui est sauvé Notre-Dame de Paris en 93. Sinon, il y avait de fortes chances qu'elle soit détruite. Et donc en fait, c'est le vin, pas de messe, qui a sauvé Notre-Dame. Là, il y a un truc intéressant aussi, c'est que vous êtes donc sur le maître-autel de Notre-Dame de Paris, hein, comme il existe encore aujourd'hui, et qui parle, c'est pas un curé, c'est pas un homme d'église, c'est un révolutionnaire, c'est un civil. Et il est en train de faire un prêche civil aux révolutionnaires qui sont dans Notre-Dame de Paris. C'est arrivé dans beaucoup d'endroits, Notre-Dame d'une part qui a été laïcisée si on peut dire, mais aussi dans beaucoup d'églises et de lieux de culte un peu partout en France, même dans mon petit village au fin fond de l'Auvergne. L'église en fait a été donnée à la commune, aux civils, et en fait on s'en servait de lieu pour faire des sermons politiques révolutionnaires aux habitants. Et donc il n'y avait plus le culte, il n'y avait plus les sermons religieux en mode catéchisme, mais il y avait le catéchisme républicain. Et donc il y avait des révolutionnaires qui venaient faire la morale en disant la République c'est bien, les nouvelles lois qui ont été votées, etc. Et donc on a ce phénomène-là qui est représenté vraiment dans le jeu. Et donc c'est pas un anachronisme, enfin si c'est un anachronisme parce que ça vient pas tout de suite en 89, mais ça vient dans le jeu. On le voit dans le jeu. Voilà. Alors si tu t'approches trop des bleus, je te préviens. Ouais, voilà, on va éviter. Ah bah c'est trop tard. Voilà. Donc pendant que tu meurs, je vais préparer la suite. Alors il y a autre chose qui pourrait être intéressant. Tu vas retourner vers la porte d'entrée de Notre-Dame de Paris et en regardant un peu vers le haut, voilà. Et vous voyez qu'il y a, on retrouve beaucoup d'éléments de Notre-Dame. Alors il y a une technique. Vas-y, tu vas avancer un petit peu et tu vas aller vers ce treuil-là et tu vas courir avec celui-là, là, juste là, et tu vas escalader grâce à ce treuil de manière parfaitement légale. Voilà, nickel. Et tu vas aller vers ta gauche. L'autre, alors pas tout à fait là, c'est pas cette gauche-là. Reviens en arrière, s'il te plaît. Tu vas juste marcher le long, reviens sur la corniche. Voilà, et tu vas aller sur ta gauche, longer et aller voir l'orgue, s'il te plaît. Parce que c'est très important. Hein. Je suis musicien, c'est faux. Voilà. Et alors là, on va pouvoir l'orgue. Des fois, il y a un organiste qui passe et on peut entendre des sons d'orgue. Et alors, vous allez me dire, ouais, c'est l'orgue de Notre-Dame, etc. Et en fait, non, c'est pas le vrai orgue de Notre-Dame parce que les game artistes n'ont pas eu le droit de reproduire l'orgue de Notre-Dame parce qu'il venait d'être restauré juste avant la création du jeu. Et donc, il y a un droit d'auteur sur la restauration de l'orgue. Donc, il y a un orgue, c'est très bien, mais c'est pas le vrai orgue de Notre-Dame. Encore une fois, des détails qui ne changent pas grand-chose sur la représentation de Notre-Dame et sur ce qu'on peut comprendre de ce que c'était. Mais il faut le savoir, c'est un peu pareil pour les vitraux. Ils n'ont pas eu le droit de reproduire exactement les vitraux de Notre-Dame, même si aujourd'hui, ça nous serait bien utile parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont été détruits dans l'incendie. Voilà. Et donc, il faut savoir, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais suite à l'incendie de Notre-Dame, il y a eu un mouvement de tous les joueurs d'Assassin's Creed qui sont retournés dans le jeu pour revoir Notre-Dame de Paris. Et à ce moment-là, Ubisoft a même donné le jeu à ceux qui voulaient, ils le donnaient, parce que de toute façon, ils ne faisaient plus d'argent avec. Est-ce que c'est de la com? Est-ce que c'est un moment de bienfaisance, d'altruisme? Bon, je laisse juger qui. Mais l'essentiel, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est que les joueurs qui avaient joué à Unity ont vu leur cathédrale brûler et sont retournés dans le jeu pour la voir. Voilà. Et donc ça a fait des petites vidéos, des let's play, des choses comme ça. Ça va pour le moment? Je vous ennuie pas trop? Faut me le dire, hein. Parce que de toute façon, je ne changerai absolument rien. On va ressortir de Notre-Dame et on va se déplacer vers l'hôtel de ville. On va continuer notre avancée, notre visite de Paris, mais aussi notre avancée dans le temps.
Donc pareil, hein, tu peux descendre, tu peux tomber, au pire on meurt, c'est pas grave. Alors c'est marrant aussi, à différents endroits de Paris, vous pouvez voir, on l'a vu sur Notre-Dame, sur le parvis vraiment au-dessus des portes, il y a ce fameux, il y a cette phrase, la liberté ou la mort, qui est devenue d'ailleurs le gimmick ou le slogan du jeu. Voilà, c'était la liberté ou la mort, Assassin's Creed Unity, etc. Alors en fait, c'est que si tu appuies sur carré, tu vas te laisser tomber. Et carré, 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 voilà. Oh, une poule. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur les poules? Alors, les poules au XVIIIe siècle. Je rigole, j'ai rien préparé sur les poules, ne posez pas de questions sur les poules. Donc là, on va ressortir, etc. Alors, juste, regarde, un truc trop intéressant, c'est bien qu'on soit tombé dessus. Regardez, sur la porte, si tu peux aller sur la droite de la porte. Voilà. On va voir un peu partout dans la ville de Paris, dans Assassin's Creed, on voit des pancartes comme ça, des documents. Et ce sont des documents réalistes, ce sont des vrais docs d'archives qu'on peut voir d'ailleurs dans tous les manuels scolaires. Et donc vous avez notamment là le document qui vous dit la République est indivisible, liberté, égalité ou la mort. Voilà. Et en fait, c'est un document d'archives, c'est un vrai document qui était déjà placardé à l'époque. Alors par contre, là, on le voit partout, hein. Il y en a tout le temps, parce qu'en gros, ils ont fait 5 docs, ils ont tout mis, ils ont placardé à plein d'endroits. Parce que l'idée, c'est pas de faire une ville réaliste, c'est qu'on arrive à se mettre dans l'ambiance. Et le joueur ne ferait jamais ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'il s'arrête jamais à chaque coin de rue. Il faut qu'en visitant la ville et qu'en la parcourant, il ait l'impression d'être dans un Paris révolutionnaire. D'accord? Donc là, on va aller vers l'hôtel de ville. Tu sais où est l'hôtel de ville? Absolument pas. Donc je vais reprendre la main. Alors c'est un des problèmes du jeu, hein, c'est qu'on n'a pas, je peux pas programmer une visite et vous mettre des checkpoints, etc. Je peux pas créer des quêtes. Donc on va aller ici, exactement là. Voilà. On a de la chance, Paris est une petite ville. Ah, toujours, mais ils bougeront pas, hein, ils bougeront pas. Alors vous remarquerez que quand on se balade dans là, on voit bien à droite et à gauche, on voit bien ces bâtiments qui sont encore très médiévaux. On sent bien que la ville de Paris, c'est pas une ville goudronnée, c'est pas une ville qui ressemble à ce qu'on connaît aujourd'hui avec les boulevards haussmanniens ou les bâtiments qui sont très 19e, 20e siècle. On est vraiment à Paris en 1789. On est vraiment dans une ville médiévale, c'est le Moyen-Âge encore, avec ces rues qui sont d'ailleurs même pas pavées, il y a quelques rues pavées, il n'y a même pas de trottoir, donc c'est vraiment une ville médiévale, on est au Moyen-Âge. Là, ça se voit bien avec les maisons sur le pont aussi. Les ponts étaient totalement habités. Alors, tu as eu de la chance là. Parce que ces rouges-là, j'en parlerai tout à l'heure, normalement, il ne faut pas les toucher, hein. Ah oui, mais là, ils te tirent dessus, tu vois pas, voilà. Et bien justement, bon, tu les as déclenchés. Alors, le but, c'est que vas-y, va là-bas, hein, fonce, hein, fuis, fuis. Et là, vous allez dire, donc il y avait les gardes bleus qu'on a vus tout à l'heure, c'était la garde nationale, donc c'était un peu la police légale de Paris, créée, qui était sous la direction du marquis de Lafayette, le héros de la guerre d'indépendance américaine. Et là, on a croisé des mecs en orange-rouge, dès qu'on les approche, dès qu'on les touche, ils sont méchants. Eux, c'est des révolutionnaires pur jus, quoi. Et c'est intéressant parce que on pourrait se dire, et après je reviendrai sur ça, alors là, tu es rentré dans la guillotine, non mais là, je pense que là, je pense que c'est fini. Et ça vous allez dire, mais c'est quoi ce prof qui fait jouer à un jeu dans lequel on peut mourir, on se fait attaquer tout le temps, enfin c'est n'importe quoi, on est quand même là pour parler des révolutions françaises, pour apprendre l'histoire, etc. Mais est-ce que la Révolution française, c'est pas un peu ça aussi? Est-ce que c'est pas un peu cette violence perpétuelle et cette peur des anti-révolutionnaires? Vous savez, ces gardes rouges là qui vous attaquent tout le temps, etc. On pourrait dire, oui, mais non, mais c'est juste pour créer du jeu, etc. Attendez, je reprends ma fiche, hein, parce que je connais rien par cœur. Mais en fait, moi, je vois un parallèle avec des massacres qui ont eu lieu en septembre 1792. En septembre 1792, donc après l'attaque du Palais des Tuileries dont on parlera tout à l'heure, il y a eu entre 1100 et 1400 exécutions publiques dans Paris. Et je ne parle pas de guillotine, hein, je parle vraiment de massacres par balles, par des petits groupes révolutionnaires qui n'étaient pas du tout normés. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des groupes de gardes nationaux, c'était juste des petits groupes qui estimaient qu'ils devaient chasser les anti-révolutionnaires. Donc les criminels de droit commun, ceux qui étaient soupçonnés d'être contre la Révolution, les prêtres réfractaires, enfin tous des gens qui étaient réputés anti-révolutionnaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en l'espace d'un mois, c'est même pas un mois, c'est 2-3 jours,
Entre 1100 et 1400 morts. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre avec ces gens en jaune. En fait, ils sont partout dans la ville. Et quand on en recroisera, n'hésitez pas à m'arrêter et à me le dire, parce qu'en fait, on écoutera ce qu'ils ont à nous dire. Et en fait, ils le disent. Bah alors, je t'ai pas vu à la manif l'autre jour. Bah alors, t'as dit un truc anti-révolution. Ils le disent concrètement. En fait, le sound design, les feedbacks sonores et les dialogues nous invitent aussi à penser que ces gens-là sont des révolutionnaires vraiment hardcore, quoi, et qui veulent tuer tout le monde. Donc là, on se trouve devant l'hôtel de ville de Paris. Bon, qui est très moderne, il ne ressemblait pas exactement à ça à l'époque. Aujourd'hui, quand on y va, on peut voir JO, Paris 2024, etc. Donc c'est le palais d'Anne Hidalgo. Et devant, on voit quelque chose de très intéressant. Donc bien sûr, la place de Grève, très connue la place de Grève. Mais surtout, on va voir, bah, c'est là où tu es morte, il faudrait retourner, mais sans mourir. Voilà, ah c'est bien, voilà, donc c'est très bien. Tu peux avancer un petit peu, donc on voit le gibet avec quelqu'un de pendu. Cache tes yeux, c'est horrible, faut pas regarder ça, faut pas regarder ça. Il n'a pas entendu, il n'a pas vu. Et on voit cette fameuse guillotine. Enfin, on voit la guillotine. Parce que s'il y avait un autre symbole de la Révolution française, au-delà de la brise de la Bastille, c'est la fameuse guillotine. Hein. La guillotine a été inventée en 1789 par le docteur Guillotin, qui ne savait pas que cet outil servirait à donner la mort. Ce n'était pas un outil de mort à la base. Mais ils se sont dit, avant, on devait, vous savez, il y avait les exécuteurs publics, notamment l'exécuteur Samson, qui va d'ailleurs s'occuper de Louis XVI à la guillotine. Et donc avant, on tranchait, on pouvait couper la tête, mais on le faisait à la main, c'est-à-dire qu'on faisait à la hache ou à l'épée, enfin surtout la hache. Ou alors on pouvait pendre, on pouvait écarteler. Je vous passe toutes les modes de mise à mort que l'histoire de France a connues. Et en fait, il y a un problème, c'est que toutes ces morts sont douloureuses et ne sont pas égalitaires. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la personne, on n'utilisait pas les mêmes. Les nobles étaient tués plus gentiment que les prisonniers du commun qui étaient condamnés à mort. Et surtout, on pouvait soudoyer l'exécuteur pour qu'il rate son coup. Et on a l'exemple d'un exécuteur qui fait exprès de rater la tête à plusieurs occasions avec sa hache pour faire durer le plaisir parce qu'il avait été payé par quelqu'un qui voulait se venger de la personne qui était exécutée à mort. La guillotine permet de mettre fin à ça. C'est un coup net, précis, et tout le monde passe à la guillotine. C'est vraiment très radical. Il y en a un qui va passer. Oui, alors c'est ça la beauté du jeu, c'est voilà, il y a des exécutions permanentes. On peut voir des gens qui se font exécuter et on voit tout le processus. Ouais, je me mets devant, Donc, vous me posez une colle. Oui, à la base, c'était pas un outil de mise à mort, c'était pas pour la mise à mort des gens. Et c'était pourquoi alors? C'est une très bonne question. Ouais. Et là, je me retrouve embêté parce que j'ai pas la réponse, mais je chercherai, je vous donnerai la réponse avant que vous partiez du festival. D'accord, merci. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout le processus de mise à mort, c'est-à-dire on amène le prisonnier jusqu'à l'échafaud, on le fait monter, on le met sur la planche de bois, on l'attache, on le met sur le ventre, on le fait glisser, et ensuite la guillotine, elle tombe et on enchaîne. D'accord? C'est un peu une usine. Hein. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on est ici le 25 avril 1792, concrètement. C'est la date de la mort du premier prisonnier, et c'est la première mort par guillotine, c'est le 25 avril 1792 sur la place de Grève, et on a même le nom du prisonnier qui est mort, c'est Nicolas Pelletier. On connaît le nom du premier mort par guillotine. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que cette guillotine, elle va se déplacer. En réalité, il n'y a qu'une guillotine à Paris pendant la Révolution française, et elle va changer de place en place, elle va voyager. Et vous allez voir que le jeu va nous mentir quelque peu, parce qu'en fait, on va voir plusieurs guillotines en même temps dans le jeu, mais même principe que pour la guillotine, même principe que pour la Bastille, ils ont représenté des lieux en fonction de la date qu'ils voulaient représenter. Et donc, il y a ces sortes d'attroupements qui vont se faire autour de la décapitation et de la guillotine. C'est aussi un spectacle qui est fait, parce que c'est la révolution qui est en marche. Et le peuple veut participer à cette révolution. Voilà, donc les anti-révolutionnaires sont décapités et le peuple prend sa liberté en faisant ça. Hein. Donc le but, c'est vraiment de finir la révolution et d'avancer dans la révolution. Alors, je ne sais pas si on voit, ce qui m'intéresserait, mais je crois que là, ça n'a pas popé. De manière aléatoire dans le jeu, place de Grève et un peu partout dans Paris, on va voir des gens avec une tête au bout d'une pique. Vous voyez, à chaque fois que la tête elle coupe, vous avez là, ouais, super, un mort de plus. Alors, est-ce que dans la foule, vous voyez des gens qui tiennent une tête au bout d'une pique? Non, on n'en a pas vu encore. Hein. Si jamais vous en voyez un pendant notre petit périple, surtout vous me le dites, hein, parce que c'est important. Parce que en fait, la tête au bout d'une pique, c'est arrivé exactement à cet endroit-là. La prise de la Bastille, c'est fini avec la capture du commandant de la Bastille, le commandant Delaunay, qui a été emmené place de Grève. Et place de Grève, il y a un fou qui lui a sauté dessus et qui lui a coupé la tête.
Et ensuite, la tête a été mise au bout d'une pique et on a trimballé la tête au bout d'une pique. C'est arrivé une deuxième fois place de Grève au même moment où c'est le prévôt des marchands, donc l'équivalent du maire de Paris aujourd'hui, qui a été, lui aussi, par un fou, c'était pas du tout prévu, mais il a aussi été décapité. Et alors d'habitude, ça pop, c'est aléatoire. Une fois, je me suis retrouvé vraiment ici avec 10 têtes au bout d'une pique. Vraiment, il y avait 10 mecs avec une tête au bout d'une pique. C'était ridicule parce que c'est totalement irréaliste d'en avoir 10 au même moment. Et en réalité, c'est pas une punition qui est normalement prévue. C'est vraiment, c'est des coups de sang, si vous voulez. C'est des moments où ça explose et il y a des gens qui pètent un câble parce que voilà, ils en avaient vraiment marre. Et donc, il y a quelques personnes qui ont comme ça été décapitées à l'arrache et la tête a été mise au bout d'une pique, mais c'est assez rare, ouais. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Non, mais là, on va s'arrêter pour pour le palais des Tuileries, pour l'hôtel de ville. Si, peut-être un dernier détail. L'hôtel de ville, sur un de ces balcons, on pourrait rentrer dedans, hein, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, si ce n'est qu'ils ont reproduit les dorures et ce bâtiment intégralement. Et en fait, c'est d'un de ces balcons que Louis XVI a porté la première cocarde tricolore. Voilà, qui a été reçue par le nouveau maire de Paris, Jean-Jacques Bailly. Et on va avoir le roi qui a été reçu et à qui on a mis la cocarde tricolore pour la première fois. Voilà. Si, en fait, c'est juste que en fait, il y a une mission en cours que j'ai pas réussi à désactiver, donc c'est pas très grave si on échoue. Voilà, donc ça va échouer la mission, mais c'est pas très grave normalement. Voilà, et donc c'est le premier jeu Assassin's Creed où on peut vraiment rentrer dans des bâtiments de manière libre, comme ça. Par contre, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de porte. Le moteur du jeu ne sait pas fermer et ouvrir des portes, donc ils ont juste toujours des portes ouvertes, ce qui n'était pas le cas du tout à l'époque. Donc voilà, on peut se balader dans les différents bâtiments emblématiques de la ville. On va continuer notre visite, si vous le voulez bien, on va se déplacer vers un lieu qui, moi j'aime bien. Alors, vous remarquerez qu'on reste que sur la rive nord de Paris, hein. On ne descend pas en dessous de la Seine, hein. Sauf pour l'île Saint-Louis, mais sinon on ne va jamais au sud. Alors, que je ne vois pas, voilà, c'est ici. Je repropose, quelqu'un veut prendre la manette? Alors par contre, je vais te demander de rester dans les rues, d'accord? Dans les rues. Vous pouvez l'aider hein, si jamais... Ça veut rien dire, pas savoir jouer. Ça, c'est pour déplacer. Et ça, c'est pour... Donc, là, tu te déplaces. Et ça, c'est pour la caméra. Et donc, tu suis le petit... tu suis là, ici, tu vois? T'as un petit symbole là. Il faut que tu suives ça. Et tu restes dans les rues. Ah, vous pouvez voir qu'on a on est en train d'entendre une chanson. Ça ira. Voilà, on peut en entendre d'autres, on peut entendre aussi la Marseillaise. Donc à des moments, vous avez le peuple qui se lance dans des moments musicaux, voilà, des chansons vraiment typiquement révolutionnaires, qui sont encore une fois un peu anachroniques parce qu'elles n'ont pas toutes été inventées à ce moment-là précisément. Mais c'est pas grave, on ne le suit pas. C'est pas grave. Tourne à gauche, prends la rue à gauche, au prochain carrefour. Prenez à gauche. Voilà, là tu vas tout droit, toujours tout droit. On a des gens bourrés partout, évidemment. C'est bien, parfait. Toujours tout droit, toujours tout droit. Donc là, vous pouvez voir des scènes de liesse avec des gens qui dansent. On entend de la musique. Il y avait vraiment l'idée dans ce jeu de reproduire une vie parisienne, de reproduire en fait une ambiance. Parce qu'en fait, les historiens, s'ils devaient reproduire Paris au XVIIIe siècle, il n'y a rien de tout ça. En fait, on n'en sait rien. On ne sait pas qui est cette personne. On ne sait pas le gens du commun. On ne les connaît pas. On est incapable de vous dire où ils sont. Et donc, un des boulots de ces studios-là, quand ils font des jeux historiques, c'est d'essayer de reproduire une ville que les historiens eux-mêmes ne connaissent pas exactement. On a des grandes lignes, on sait à peu près comment ça fonctionnait, on sait à quoi ça ressemblait, on a quelques plans, on a quelques visuels de bâtiments, mais les gens du commun, la majorité des gens, on ne les connaît pas. Et donc, il y a cet objectif des concepteurs de jeux de reproduire une vie dans des villes. Alors, on doit y être, justement. Alors là, âme sensible, s'abstenir. Donc, attends. Reviens derrière toi, parce qu'il faudrait rentrer dedans. Alors déjà, si tu regardes un peu en l'air, est-ce que tu peux regarder en l'air? Là, déjà, vous avez une petite idée. Voilà, vous avez déjà une petite idée de là où on va se déplacer. Voilà. Et donc, il faudrait rentrer à l'intérieur du bâtiment. Enfin, du bâtiment. De la cour. Normalement, à un des coins.
Exactement, donc c'est pas là. Ah bah non, il est nul ce jeu vidéo. Oh là. Voilà, là tu peux rentrer là dans l'arcade. Voilà, parfait. Hop, voilà, tu pousses tout le monde. Pardon, pardon. On s'excuse hein, quand on bouscule des gens, bien sûr. Et donc on est dans le cimetière des Saints Innocents. Cimetière des Saints Innocents qui n'existe plus aujourd'hui. Bah, c'est un cimetière. Hein. C'est un des plus vieux cimetières médiévaux de Paris, qui au XVIIIe siècle est totalement plein. C'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait des arcades, il y avait en fait il y avait le grenier si vous voulez qui était rempli d'ossements. Voilà, parce qu'en fait c'était totalement plein. Et en fait c'était tellement plein qu'il y avait des problèmes de salubrité. C'est-à-dire qu'en fait il y a évidemment hein, les cadavres qui se décomposent, etc. Ça a attiré les nuisibles et deux des problèmes de pollution de l'eau, de pollution d'autres choses. Et alors attends, on va mais c'est monté dedans en fait, hein, c'était ça, hein, c'est vraiment. Donc il y a des gens qui viennent se recueillir. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que tu ailles voir. Vas-y, tu vas tourner à gauche. Vas-y, ressors. C'est croix. Appuie sur la croix. Faut que tu laisses. Et ensuite, tu te déplaces avec l'autre joystick. Attends. Je vais te demander de suivre le petit chemin là. Tu suis le petit chemin. Voilà, par là. Tu t'avances. Tu suis le chemin, vraiment, il n'y a pas de. Voilà. Stop, 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 stop. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Est-ce que quelqu'un peut me décrire la scène qu'on est en train de voir? On voit des ossements. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir concrètement? Qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Ah, malheureusement, oui. Pardon? Oui, ils sont en train de déterrer les os. C'est dégueulasse. Et pourtant, ça s'est vraiment fait. C'est un événement historique qui s'est vraiment déroulé. Je vais vous donner la date exacte. En 1700, je ne vais pas du tout vous donner la date exacte. C'est Louis XVI qui, en 1780, du coup, j'ai un doute. Je crois qu'il a commencé en 88, mais j'ai un doute, pardon. Va décider, en fait, parce que le cimetière était insalubre, de déterrer les ossements et de les transférer dans les carrières de pierre qui se trouvent sous la capitale. Je ne sais pas si vous savez que depuis le XVe siècle, il existait sous la ville de Paris des carrières. Et parfait. Alors là, tu n'aurais pas pu mieux faire. Je vais te demander de descendre justement dans le souterrain. Et elles prendront le nom de catacombes beaucoup plus tardivement. En fait, c'est en 1786 que ça prendra le nom de catacombes. Et en fait, bon, le contraste n'est pas ouf, mais vous pouvez voir à droite et à gauche, il y a des fameux. Donc on voit cette carrière de pierre et on a des tas d'ossements qui vont être faits. Et si vous avez l'occasion de visiter les catacombes de Paris, c'est exactement à ça que ça ressemble. C'est une sorte de labyrinthe, ouais. Et alors, une partie des carrières de pierre vont être transformées en catacombes et vont accueillir ces cadavres, ces ossements tout simplement. Mais une partie des carrières de pierre restent des carrières encore aujourd'hui. Elles sont plus accessibles, on ne peut plus les visiter, mais ça existe. Et dans une autre partie du jeu, on va visiter ces carrières où vraiment on a les grandes carrières avec les pioches, etc. Enfin, on récoltait la pierre pour construire Paris. Parce qu'en fait, les cimetières médiévaux étaient tellement pleins qu'en fait ça débordait et que ça faisait des problèmes de salubrité publique. Alors il y en avait certainement, mais en fait il peut toujours y avoir d'autres moyens. Mais en fait, vu que les carrières de pierre étaient devenues obsolètes, il y a un épisode assez connu d'une carrière qui s'est effondrée et faisant effondrer un bâtiment de Paris. Donc en fait, ils ont restauré les carrières, ils ont consolidé. Et Louis XVI n'a pas trouvé, ou sur conseil de quelqu'un que j'ai oublié le nom, pardon, a décidé que c'était une bonne utilisation des carrières, parce que de toute façon, elles ne servaient plus à rien. Donc de consolider les carrières et ensuite d'y transférer une partie des cadavres, ou tout du moins des ossements. Et donc il y a vraiment eu des processions de déterrage des os et ensuite de déplacement dans les catacombes. Ça se faisait principalement de nuit, mais c'est pour ça qu'on voit les gens, déterrés avec les pelles, et on voit aussi des fois des prêtres qui sont pas loin pour justement gérer le côté religieux de la chose. Alors, juste un souci, un petit problème de localisation des catacombes, parce que dans le jeu il y en a sous tout Paris, alors qu'en fait normalement il n'y en a que dans cet endroit-là exactement. Donc voilà le cimetière des Saints Innocents et sa petite histoire de la délocalisation des os. Il se passe beaucoup de choses dans le jeu, dans le monde souterrain, c'est vraiment un monde à part.
On va se déplacer. Je vais reprendre la manette juste pour mettre le checkpoint, si tu veux bien. On va continuer notre visite, si vous le voulez bien, en se déplaçant. Ah, il y a plein de lieux qu'on ne peut pas voir, on n'a pas le temps, hein. On n'est pas allé au Panthéon, on n'est pas allé voir le Club des Jacobins, on n'est pas allé à la Sorbonne. Il y aurait plein de lieux qu'on pourrait aller voir. On n'est pas allé voir la conciergerie ni la prison du Temple, donc on pourrait faire une visite de 3 heures, hein. Mais malheureusement, j'ai pas le temps. Et on va continuer notre visite, on va se déplacer en 1792 et on va aller dans un lieu très important. En fait, c'est le lieu qu'on appelle le lieu de la Seconde Révolution, ce qui a eu en fait finalement plusieurs étapes. La première, c'est la prise de la Bastille, qui a vraiment marqué le début de la Révolution française. Et puis il y a une deuxième étape qui va se passer au mois d'août 1792. Merci. Alors, le temps qu'on y aille, je vous demande de me trouver ou de m'interrompre ou d'interrompre mademoiselle si vous voyez deux choses. La première qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui porte une croix, qui est comme ça et qui porte une croix. Voilà. Je le fais très bien, je vous jure, c'est moi qui ai fait l'animation. Et si jamais vous voyez une femme aussi qui est en train de vendre des journaux, un peu comme ça. Donc si vous voyez ce genre de personnage, arrêtez-moi. Donc c'est la gâchette plutôt de la gâchette en bas à droite pour pouvoir courir plutôt que d'être accroupi. Voilà. Alors, je vais te demander de rester dans les rues, du coup, pour pouvoir... Il y a vraiment, il y a une violence perpétuelle dans le jeu, soit contre vous, soit contre les habitants de la cité, mais vraiment, elle peut paraître exagérée, mais à différents moments de la Révolution, c'est jamais une violence continue pendant toute la Révolution de 89 à 94. Mais il y a eu comme ça des moments de sursaut de violence que le jeu essaie de nous faire passer. Et en réalité, dans le jeu, on fait jamais ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on reste jamais 1 heure et demie à ne faire que se balader. Et donc, en fait, concrètement, quand le joueur y joue, il se rend compte de ces moments un peu violents entre les moments où il se passe d'autres choses. Attends. Il a dit justement, alors t'es pas assez révolutionnaire, etc. Enfin, là, je l'ai interrompu trop. Et en fait, ça arrive très souvent. Voilà, ils vont vraiment faire des massacres. C'est ça dont je vous parlais. Et ça s'est fait en septembre 1792. Ah tiens, bah justement, ah bah parfait, on a tout au même endroit. C'est bien, c'est pratique les jeux comme ça. On va s'arrêter juste à côté voilà, de cette marchande-là. Vous pourrez chercher sur vos téléphones. C'est intéressant parce qu'elle est en train de nous dire venez vous informer, venez en savoir plus, etc. Achetez la presse, achetez un journal. Et vous pourrez regarder sur vos téléphones plus tard, il y a une célèbre représentation de 1791 de Philibert Louis de Bucourt qui s'appelle Les vendeuses de journaux. Et en fait, c'est exactement le tableau, les développeurs, les game artistes ont reproduit exactement le même personnage sur la caisse en train de vendre son journal. C'est vraiment le même personnage. Et ils l'ont mis à plein d'endroits de la ville parce que justement, qu'est-ce qui se passe à partir de 1789? Il y a le développement de la presse. Avant la prise de la Bastille, il y a à peine 5 journaux dans Paris. À la fin de l'année 89, il y en a plus d'une centaine. Et il se crée quasiment un journal par jour, qui était parfois éphémère, qui ne dure pas très longtemps. Mais il y en a il y a un vrai développement de la presse parce qu'il y a une volonté d'informer la population qui ne sait pas lire, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, il va y avoir aussi beaucoup de lectures publiques de journaux ou dans les cafés. Et donc, il y a ce phénomène de démocratisation du débat public par la presse. Et en fait, si tu retournes vers cette vendeuse, je ne sais pas où tu étais, mais si tu retournes vers sa caisse, normalement, et là, tu vois, tu peux interagir et tu vas cliquer sur le rond. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans le jeu et à l'intérieur du jeu? On va pouvoir lire le journal. Alors bien sûr, ce n'est pas le vrai journal, mais vous remarquerez, donc là, on a le journal de Paris qui est un vrai journal. On est en 1791. Et donc là, on va avoir, voilà,
Le docteur Joseph Guillotin tente d'ôter tout lustre aux exécutions publiques. À la place de vraies décapitations de la roue ou des pendaisons, il propose d'exécuter proprement à l'aide d'une machine. C'est une absurdité. Les exécutions sont là pour éduquer la populace. Plus elles sont brutales, meilleur est leur effet. Et en fait, ce sont des vrais articles. Donc peut-être que ça répond à notre question. Peut-être qu'en fait, Guillotin avait vraiment pensé à tuer des gens avec sa guillotine. Et donc on a, tout au long du jeu, comme ça, au fur et à mesure des avancées des missions, des journaux qui vont apparaître, qui ne sont pas les mêmes, parce qu'on avance au fur et à mesure dans la chronologie. Si on avait fait le jeu tout à l'heure, on serait en 1789, ensuite 92, 93, 94, et ça nous tient au courant des guerres contre l'étranger, des guerres extérieures contre les Prussiens notamment, qui essaient de défendre Louis XVI, etc. Et donc, ça ne fait pas avancer l'histoire. Vous n'avez pas besoin dans le jeu de lire le journal pour avancer et pour finir le jeu, mais il y a eu cette volonté d'inventer une mécanique de jeu pour permettre aux joueurs de se mettre dans la peau de quelqu'un du XVIIIe siècle qui pouvait enfin lire le journal. Bon, vous êtes quelqu'un de lettré quand même, hein. La majorité ne pouvait pas lire le journal, machin, etc. Donc il y a quand même ce biais, on va dire, mais en réalité, ça traduit quand même une réalité de l'époque. Super. Bon, ça c'est fait. Il manque plus que le mec avec sa croix. Donc on va pouvoir se déplacer jusqu'au palais des Tuileries pour le dernier quart d'heure qui nous reste. Ah bah voilà, parfait. Ah bah il y a tout vraiment au même endroit. Donc on a un mec qui se trimballe avec une croix, on se demande bien ce qu'il est en train de faire. Et en fait, il est là pour parler d'un phénomène. Il est là pour parler d'un phénomène, la réquisition des biens de l'Église. À partir de 1789, vous savez pourquoi il y a eu la Révolution française? Un, il y a une crise frumentaire, c'est-à-dire que tout le monde meurt de faim. Et deux, l'État français est totalement endetté. La royauté est totalement endettée. Ils n'ont plus d'argent, ils ont zéro argent. Et il y a un homme, il y a eu plein de tentatives de créer de nouveaux impôts, ça n'a pas marché, de se faire prêter de l'argent, mais personne ne voulait prêter au roi parce qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas rembourser, donc en fait, gros problème. Et là, il y a un homme que vous connaissez certainement qui s'appelle Talleyrand, donc connu surtout pendant la période impériale, qui était évêque et qui a proposé, écoutez, moi j'ai calculé, il manque 2 millions de livres à l'État, et j'ai calculé comme ça au doigt mouillé que l'Église avait, les biens de l'Église valaient 2 millions. Franchement, génial. Enfin, 2 millions, parfait. Donc on va réquisitionner, je propose de réquisitionner les biens de l'Église pour ensuite les revendre, ce qu'on a appelé les biens nationaux. Et donc, c'était la première étape de réquisition des biens de l'Église. Et puis, en octobre, même pendant la période 89, 91, pendant les grands mouvements un peu de violence populaire, et ben en fait, les gens sont allés servir dans les églises. Parce que ça avait de la valeur. Donc ils sont allés piquer des biens et vous avez parfois dans la ville de Paris ces gens-là qui se trimballent avec des biens de l'église. Alors on va pas le faire parce qu'il y a des enfants, mais si vous tuez des gens dans le jeu, malheureusement on peut le faire, vous pouvez aussi récupérer ce qu'ils ont dans leur poche. Alors ça peut être des trousses de soins, ça peut être des munitions, et parfois il y a des objets qui ne valent absolument rien, c'est vraiment des objets qui ne vous servent à rien dans le jeu. Et parfois on peut récupérer des assignats. La première fois que j'ai fait ça, j'ai tué des gens et j'ai vu assignats. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est des assignats? Qu'est-ce que c'est ce machin? Et en fait, les assignats, ce sont des billets de banque qui ont été créés après la réquisition des biens nationaux. En fait, on a piqué les biens de l'Église et en fait, on a proposé à des gens d'acheter des billets de banque sur lesquels ils étaient gagés sur les biens de l'Église. Voilà. Donc ça valait une somme d'argent qui était représentant d'un bien national. Et donc, c'est des billets de banque sur lesquels il y avait notamment la tête du roi qui était imprimée dessus. Et vous connaissez tous l'histoire, hein. Louis XVI, quand il a fui à Varennes, il a été reconnu par quelqu'un qui aurait reconnu sa tête sur une pièce de monnaie. Il aurait pris la pièce de monnaie, tiens, c'est le roi, je l'ai reconnu. Et en fait, la vraie histoire, c'est qu'il n'a pas été reconnu sur une pièce, mais sur un assignat. Mais c'était trop difficile d'expliquer ce que c'était qu'un assignat. Du coup, on a dit pièce de monnaie, c'était plus simple pour expliquer. Parce qu'il fallait ensuite expliquer les assignats, les biens nationaux, machin, etc. Bref, petite histoire des assignats. Vraiment un climat de peur, hein. Et ça va pas en s'arrangeant, hein. Après, quand il y a la terreur qui se met en place, la loi des suspects, il y a vraiment un phénomène dans Paris au XVIIIe siècle de peur constante de se faire dénoncer et de ne pas survivre. D'accord? Donc c'est pas forcément une violence physique, mais c'est aussi une violence morale. Alors, on a vu. On coupera au montage, les gars, hein, d'accord? Allez, on va aux Tuileries. On va aux Tuileries, on a tué personne, tout va bien. Alors, on remarquera aussi que, vous voyez, il y a plein de charrettes de foin dans la ville de Paris. Alors que, je vous l'ai dit, on est censé être en crise frumentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de blé, hein, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de blé, mais par contre, il y a du foin partout, hein.
Allez, vas-y, on va se déplacer. Alors, va devant, va devant. Alors, attends, non, c'est de l'autre côté, du coup, ce sera très bien. Fais le tour par ce côté. Voilà, parfait. Là, on est au niveau des jardins des Tuileries, pour ceux qui maîtrisent à peu près la géographie de Paris. Et voilà, et on va aller juste devant les Tuileries, voilà, exactement là. Tu risques rien, là, tu as le droit d'y aller normalement. Voilà. Alors, le palais des Tuileries, ancien palais royal, hein, c'est là où siégeait le roi. C'est là où Louis XIV siégeait avant d'aller à Versailles. Il a déménagé parce qu'il trouvait ça trop petit. Louis XIV. Trop petit, trop froid. Et surtout, il avait une peur, Louis XIV. Il avait la peur du peuple. Il voulait pas que le siège du pouvoir royal sorte en plein cœur de Paris au milieu du peuple. C'est pour ça qu'il a déménagé à Versailles, après avoir construit, et en fait, il n'a jamais fini Versailles, en vrai. Et donc, après la fuite de Varennes, Louis XVI, non, pardon, après la marche des femmes à Versailles, le roi est ramené à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, on en a marre, le peuple en a marre, les révolutionnaires en ont marre que le roi soit à Versailles. Parce que Versailles, c'est pas Paris. Et donc, en fait, tout le monde rapatrie Paris et les révolutionnaires décident de ramener Louis XVI dans le palais des Tuileries, du coup, qu'on a vu juste devant, ici. Voilà. Ancêtre, voilà, vraiment un des premiers palais royaux. Elle n'existe pas, mon grand, en 1789. Et pourquoi je vous dis que c'est un moment important? Parce que vous voyez que c'est le bazar. Enfin, il y a des pavés, il y a des drapeaux, il y a des barricades. On sent bien que c'est la guerre. Et si tu vas derrière et que tu vas vers les Tuileries, voilà, on voit des gens qui sont vraiment en train de se tabasser. Hein. Vraiment, là, c'est une violence interpersonnelle entre révolutionnaires. Donc, on sent que c'est un moment de tension. Et là, en fait, on est le 10 août 1792, pardon, le 10 août 1792. Et à ce moment-là, c'est un moment de tension énorme parce que le roi est puissant, encore. Louis XVI est puissant, il a des soutiens à l'Assemblée, donc il a des députés qui ne sont pas anti-révolutionnaires, mais qui ont des accointances avec le roi. Et donc, la population a peur que le roi réussisse à renverser la révolution, à l'annuler et à revenir à un système absolutiste. D'accord ? Et donc, en fait, le peuple va se soulever. C'est pas l'Assemblée nationale, c'est pas les députés, c'est pas Marat, Robespierre qui vont dire on va attaquer les Tuileries. Il y en a un, Brissot, qui dit qu'il faut l'attaquer, qu'il faut tuer le roi parce qu'il y a des risques. Mais c'en est qu'un. Et en fait, l'Assemblée nationale qui siège de l'autre bout des Tuileries, ils sont pas très loin, ils sont à quelques centaines de mètres, ne veulent pas tuer le roi. Il n'y a pas cette volonté de mettre le roi à mal, etc. Et donc, le peuple se sent qu'il y a un malaise. Et donc, ils vont monter, prendre d'assaut entre 10 et 20 000 sans-culottes, donc vraiment des gens du peuple, hein, vont prendre d'assaut les Tuileries. Ils vont attaquer le château. Le roi est obligé de fuir. Il va fuir à travers le jardin des Tuileries. Donc, on va suivre exactement son chemin. Donc là, je vais t'inviter à faire comme si tu étais le roi. Donc, de l'autre côté, non, tu fuis les Tuileries. Voilà, tu vas traverser la foule. Voilà. Et donc, le roi va fuir les Tuileries à travers les jardins, qui était un lieu qui avait beaucoup de passages. Hein. C'était vraiment un lieu où on débattait à ciel ouvert. Hein. C'était vraiment un lieu de rassemblement, comme ça l'est finalement encore aujourd'hui. Il y a des gens qui vont se promener aux Tuileries, etc. Et donc, le roi commence à fuir, et il fuit vers l'Assemblée nationale, il va se réfugier chez les députés qui ne sont pas nécessairement ses amis. Mais je rappelle, à cette époque-là, 1792, il n'y a aucune volonté de tuer le roi. C'était pas dans les plans, il n'y avait aucun plan pour ça. Le but, c'était de travailler avec lui. D'accord ? Mais des événements vont précipiter un peu sa chute. Donc, il s'enfuit, etc. Une fois que les Tuileries seront restaurées, ou que le palais sera, voilà, que la population sera apaisée, le roi sera enfermé à la prison du Temple. Donc le 10 août 1792, c'est la dernière fois que le roi a vécu en famille dans son palais. À partir de ce moment-là, il va être en prison, dans la prison du Temple, et les députés vont commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et vous connaissez la suite de l'histoire, et en fait, on va s'y diriger tout simplement. On va aller au dernier lieu de la visite. On va aller place de la Concorde. Et cette place de la Concorde, alors, je fais juste ça casse un peu mon storytelling, mais c'est pas grave. Si tu recules un petit peu, reviens. Non, retourne. Pardon, je m'exprime mal. Vas-y, va droit devant, un peu sur ta droite. Et en fait, il y a un mec avec une pique. Un peu sur ta droite, droite. Là, tout devant, on le voit, il est là-bas. Voilà. Et vous voyez, on a ces fameux personnages qui popent de manière aléatoire, des PNJ, des personnages non joueurs, qui apparaissent avec une pique et une tête, on ne sait même pas la tête de qui, parce que ça fait partie de l'imaginaire révolutionnaire. On peut pas se mentir. On va pas se mentir, le jeu s'inspire aussi beaucoup de l'imaginaire de la Révolution. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est moi qui interprète ou qui parfois surinterprète ce que le jeu veut vous dire. D'accord ? Mais c'est aussi mon rôle de faire un peu d'analyse critique de ce qu'on peut voir dans le jeu, et c'est ce que je fais avec mes élèves. Voilà. Donc on va retourner cette fois-ci. Alors si tu le bouscules, ce qui est rigolo, c'est qu'il laisse tomber sa pique. Voilà. Voilà. Bon, c'est pour le côté un peu rigolo du truc.
Et tu peux prendre la tête. Non, je rigole. Tu peux prendre la tête. Pardon, c'est ça qui est la- Tu peux prendre la tête. Non, non, je rigole. Ne fais pas ça. Hein, c'est pas moral. Donc, là, on se dirige vers la place de la Concorde, où on retrouve quoi? En plein centre. Et elle est parfaitement visible parce qu'elle est vraiment sur un échafaud très élevé. On va retrouver cette guillotine. Alors, va doucement, parce que si tu t'approches trop, tu vas pouvoir être, tu vas te faire embêter. Ce que tu peux faire, par contre, c'est faire le tour par ta droite. Il y a des estrades et tu peux monter sur les estrades sans te faire trop embêter. Ou tu montes tu montes sur la charrette qui permet d'emmener les prisonniers. À votre avis, quel est l'événement qui est représenté? Quelle date est représentée dans cet espace de la ville de Paris? Si c'est pas au moins la date, au moins l'événement. Qui est mort ici? Non. Quelqu'un de beaucoup plus important. Même pas une petite idée? On vient des Tuileries. Exactement, c'est Louis XVI. Louis XVI est mort sur cette place le 21 janvier 1793. Date très facile à retenir parce que c'est le jour de mon anniversaire. Voilà. Ouais, c'est génial comme date. Donc on est le 21 janvier 1793 et là on ne voit pas exactement l'exécution de Louis XVI parce que c'est une animation aléatoire, vous voyez, c'est une animation qui tourne en boucle en fait, hein, donc c'est pas lui qui meurt. Dans le jeu on le voit mourir, on assiste à son exécution. Et on le voit arriver sur l'échafaud, monter, etc. Et je vous renvoie à l'illustration qu'on connaît tous, le tableau qui nous montre justement la tête de Louis XVI qui est vraiment montrée au peuple, etc. Mais avant de parler de l'exécution, parce que, enfin, au final, on va pas en parler beaucoup, parce que l'exécution a eu lieu et elle est assez classique. Je vais juste revenir sur un petit cliché, d'ailleurs que le jeu exploite, c'est sur le procès de Louis XVI. Pourquoi on l'a guillotiné? Il n'y avait aucune intention de le faire mourir. Tu as le droit de te balader hein, pendant que... Même si ça va distraire tout le monde, mais c'est pas grave. Il n'y avait aucune intention de faire mourir Louis XVI. Vraiment, c'était pas du tout dans les projets. Et c'est une fois qu'il a fui à Varennes et qu'il y a eu ce problème aux Tuileries que finalement il y a eu des bribes, des faisceaux d'indices qui disaient en fait on peut pas lui faire confiance. Vous voyez, on peut pas lui faire confiance. Non, mais on peut vraiment pas lui faire confiance. Et donc les députés vont décider en fait, de juger Louis XVI après les événements d'août 1792. Donc le procès va se dérouler pendant plusieurs mois. Et contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas juste eu une question, est-ce qu'il est coupable ou est-ce qu'on le guillotine? Il y a eu un vrai procès avec 3 questions que je vais vous lire. La première question qui a été posée aux députés, c'est Louis est-il coupable de conspiration contre la liberté de la nation et d'attentat contre la sûreté de l'État? À l'unanimité des 721 députés, oui. Il est coupable. C'est tout. Deuxième question, ça c'est le 15 janvier. Le 16 janvier, le jugement sera-t-il soumis à la ratification du peuple à l'unanimité? Non, pas d'unanimité, mais non. Majoritairement, non. Donc on ne demande pas l'avis au peuple. L'Assemblée représente le peuple. Quelle sera la peine? Sera-t-elle, et là il y avait un choix à 2 conditions, sera-t-elle une mort inconditionnelle, donc il meurt, point, ou sera-t-elle une mort conditionnelle ou une détention à vie? Il y avait plusieurs options qui étaient proposées, mais qui étaient regroupées dans la catégorie mort conditionnelle. Et la tradition veut que ça se soit joué à une voix. D'ailleurs, le jeu Assassin's Creed, la narration, la mission, on voit la voix, ce serait le mec qui a dit qui a fait pencher la balance. Et en réalité, la mort inconditionnelle a été votée à 387 contre 334 pour la mort conditionnelle. Donc ça s'est pas du tout joué à 1. Donc la décapitation, parce qu'il était jugé et exécuté comme tous les autres citoyens. Et il y avait une dernière question qui s'est posée le 19. Y aura-t-il un sursis à l'exécution? On a quand même voté le sursis de l'exécution. On l'a condamné à mort, mais est-ce qu'on va le sauver quand même parce que c'est le roi? Il n'est plus de droit divin, il n'y a plus de privilèges, il n'est plus de droit, mais c'est le roi. On a des siècles de monarchie derrière nous en 1789. Ils ont conscience que c'est un bouleversement politique. Enfin, vraiment. Hein. Non à 380. Donc ça ne s'est pas joué à une voix non plus. Et donc, il y avait des gens qui voulaient, il y avait des députés qui voulaient sauver Louis XVI. L'emprisonner, en fait, ils voulaient l'emprisonner dans le palais du Luxembourg. Voilà, il aurait eu une prison dorée, un peu comme d'autres chefs d'État quand on les punit après leur vie. Condamnation à mort. Alors, on n'a pas fait le trajet exact, hein, parce qu'on n'est pas allé à la prison du Temple, elle est au nord de Paris, plus vraiment au nord de la carte. Il part de la prison du Temple à 8h du matin. Il arrive place de la Concorde à 10h. Et ce que vous voyez, je précise juste, ce que j'ai lu, ça m'a fait marrer, il y a eu une tentative de libération par le baron de Batz,
mais il était tout seul et il y avait quand même plusieurs bataillons pour protéger le roi. Il y avait quand même 120 000 gendarmes qui ont été mobilisés pour protéger la ville de Paris le jour de l'exécution quand même. On savait que on prévoyait que ça allait sentir un peu mauvais quand même. Donc il y a eu une tentative. Et contrairement à ce qu'on peut voir, il n'y a pas eu d'effusion de joie à la mort de Louis XVI. C'est pas aussi joyeux que ça. Donc là, on n'est pas en train de voir l'exécution de Louis XVI. C'est un moment grave pour l'histoire de France à ce moment-là, et le peuple n'est pas en liesse devant « ouais, c'est bon, on a tué le roi, machin, etc. » Parce qu'en fait, après, il va falloir gérer l'après. Qu'est-ce qu'on fait après? Par contre, la guillotine, une fois que Louis XVI est mort en 93, elle va rester à cet endroit, sur cette place-là. Alors, je peux vous donner les dates pour information. Entre le 11 mai 1793 et le 8 juin 1794, et entre juillet 94 et novembre 94, donc au pire moment de la Révolution. On est au moment de la terreur, au moment de la loi des suspects, au moment où vraiment on veut protéger la Révolution et le moindre suspicion de trahison ou d'idées anti-révolutionnaires va être sanctionné. Voilà. Et la guillotine conclut mon temps. J'ai tenu le créneau. Je vous remercie énormément d'être venu à cette conférence jeu, à ce nouveau format. J'espère que vous avez appris plein de choses, à la fois sur le jeu et sur la Révolution française. Je reste à votre disposition après si vous voulez discuter de différents éléments. Et je suis aussi preneur si d'éléments d'amélioration, parce que comme je vous l'ai dit, je vais jouer ça avec mes élèves et tout élément un peu d'amélioration est le bienvenu. Je vous souhaite un bon festival, un bon Dracénie Gaming Festival, et merci encore.